Bonjour à tous, je suis Mathieu Legac, cofondateur d'Ici Lundi et de Startup Palace, entrepreneur récidiviste. Depuis plus d'1 an, je travaille à bâtir une start-up européenne dans le confort et la maîtrise énergétique des bâtiments de bureaux qui s'appelle Wattflow. Géraldine, quel honneur de te recevoir aujourd'hui dans notre palace. Tu es une figure emblématique de l'entrepreneuriat et de la tech, une véritable pionnière du web en France et en Europe. Dès la fin des années 90, tu identifies les opportunités du digital avec B2L, puis avec RapidSite, une plateforme d'hébergement web que tu revendras à France Télécom. Tu enchaînes avec la création d'une solution de blog rachetée par Sixpart, avant de lancer en 2006 le web, un événement qui transforme Paris en carrefour incontournable de la Silicon Valley. C'est donc un peu grâce à toi qu'est né Uber, incroyable. Depuis, ton parcours mêle création, écriture, accompagnement et investissement, avec des expériences aux États-Unis et en France. Aujourd'hui, à travers ton rôle d'investisseur chez French Founders, c'est ton 2e fonds d'investissement. Tu aides les startups à grandir et à s'internationaliser. Au fil de toutes ces expériences, une constante, ta capacité à voir avant les autres où se situe le potentiel et à faire le pont entre des écosystèmes. Aujourd'hui, on va revenir sur ce passage de 0 à 1, cette phase cruciale où tout se joue dans l'aventure entrepreneuriale. Première question, je te préviens, c'est pas facile. Forcément, l'entrepreneuriat est bien sûr au cœur de ta vie. Qu'est-ce que cette aventure t'a apporté et qu'est-ce que toi, tu as apporté à l'entrepreneuriat en retour? Voilà, en fait, c'est pas très difficile. Alors, pardon pour ma voix, mais je crois que Mark Zuckerberg, la semaine dernière, a dit qu'il fallait remettre un peu de masculinité dans l'univers. Donc, je me suis dit que venir aujourd'hui avec une voix enrouée, c'était quand même bien. Mais pour répondre à ta question, c'est très facile. Ce que ça m'a emporté, c'est des rencontres. Voilà, Clémentine. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que rencontrer Clémentine. Ben, ça fait 10 ans presque qu'on se connaît maintenant. Et voilà, ça définit tout ce que l'entrepreneuriat m'a apporté, m'apporte toujours au quotidien. Je crois que c'est avant tout de l'humain, des rencontres et de travailler avec des gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont de l'ambition et qui mettent toutes leurs valeurs et toute leur volonté. Tu as vécu et tu investis entre la France et les États-Unis, 2 cultures entrepreneuriales qui sont radicalement différentes. En quoi cette double perspective a façonné ta vision des startups et de leur expansion? Alors, ça fait 18 ans que je suis installée aux États-Unis, 14 ans San Francisco, 4 ans New York, mais en fait, je reviens de plus en plus en France et j'ai toujours fait effectivement du cross-border. Et je crois que l'avantage de pouvoir regarder des 2 côtés, ça permet d'amener des choses en Europe où on a un potentiel en fait d'entrepreneuriat très fort, et c'est ce que je fais depuis presque 30 ans, et de se rendre compte pourquoi on a une vision différente quand on est aux États-Unis par rapport à un certain nombre de critères. Et notamment sur la manière d'aborder les choses. Très régulièrement, quand je parle à des entrepreneurs en France, ils s'arrêtent sur des sujets qui sont leurs produits. Et quand on parle aux entrepreneurs aux États-Unis, le premier sujet qui vient, c'est le client et le marché. Et finalement, on peut passer toute une conversation à définir, à avoir vraiment la vision qu'ils ont, pourquoi ils vont attaquer un marché, comment ils vont s'adresser aux clients, et sortir de la conversation en se disant mais en fait, est-ce que je sais vraiment ce qu'ils font ou est-ce que je connais vraiment leurs produits? Et donc quand on arrive à concilier les deux et apprendre à avoir des entrepreneurs en France qui arrivent à avoir cette vision, bah à ce moment-là, on a des pépites comme Clémentine. Et du coup, quel conseil tu donnerais à ces entrepreneurs qui démarrent et qui ont, parce qu'on en a parlé dans la préparation,
les ambitions, elles peuvent différer, mais ceux qui, en particulier, ont une ambition de scale-up, c'est quoi tes conseils par rapport à justement ce cross-border? Alors, je crois que c'est déjà, on n'a pas une ambition de scale-up. On a une ambition de construire un business. Enfin, déjà, au départ, je pense que l'important, c'est de se dire, je construis un business. Qu'est-ce que je construis? J'ai coutume de dire que quand j'ai commencé dans les années 90, il n'y avait pas de VC. Donc, les premiers VC et le premier fuel de l'entreprise, c'était clairement les clients et comment je pouvais faire grandir la boîte en rentrant du chiffre d'affaires, tout simplement, et de la marge, évidemment. Donc, le premier point, c'est d'avoir son cap, de savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait, et d'être très accroché à ces valeurs-là. Je vais rebondir sur l'exemple de Clémentine, puisque vous venez de l'entendre. Au début, quand on a rencontré Clémentine, elle était dans l'hommage, et elle l'a dit, c'était du digital, c'était de la tech, c'était du online, et ce business-là n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais elle avait un cap, elle avait une vision, elle savait où elle voulait aller. Et c'est comme ça qu'en fait, elle a construit, elle vous l'a expliqué, toute cette scalabilité. Et donc ça, je pense que c'est très important. Et donc, du coup, quand on veut construire une boîte avec de l'envergure, qu'on a envie qu'elle soit globale, si on est en France et qu'on a envie qu'elle puisse s'exporter aux États-Unis, il faut vraiment s'accrocher à cette vision. Il faut vraiment se dire, qu'est-ce que je fais de grand, jusqu'où je vais, et ne pas s'arrêter au day-to-day et aux difficultés qu'on peut rencontrer sur le day-to-day. Une question par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à associer une ambition internationale et le focus nécessaire dans l'exécution du passage de 0 à 1 quand on est au tout début? Alors, je crois qu'il faut d'abord déjà bien comprendre ce qu'on fait. Et pour qu'il y ait scalabilité, et on va pas se contredire avec Pierre là-dessus, il faut qu'il y ait un playbook. La question, c'est la réplicabilité. Est-ce que ce que je suis en train de construire aujourd'hui avec mon équipe à Nantes va pouvoir être répliqué facilement ailleurs, alors dans un autre pays, dans d'autres villes, et il faut y aller étape par étape. Pardon pour le franglais, parce que de temps en temps, je suis en permanence en train d'utiliser les mots anglais, je m'en rends compte. Mais donc c'est vraiment ce côté-là, c'est étape par étape. Qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui avec une vision qui ne m'enferme pas sur un écosystème, sur des problématiques du journalier, et que je vais vouloir après financer avec l'aide de VC, qui eux ont une problématique qui est complètement différente de la mienne. Ils ont des investisseurs dans leur fonds d'investissement qui attendent du retour sur investissement. Alors, même si c'est du venture capital et que c'est du capital à risque, néanmoins, il faut que la croissance soit là, et la croissance qu'on réalise dans la boîte, c'est de la croissance en capital et en retour sur investissement pour eux. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Ils ont leur métier, vous avez le vôtre. Et à partir de là, quand on commence à définir un playbook, qu'on commence à s'aligner, qu'on comprend son marché, on va faire évoluer la boîte. Il y a un terme que je n'aime pas, c'est pivoter. Pivoter ne veut rien dire. C'est vraiment de l'évolution. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut commencer très early sur une idée, un projet, et puis le faire évoluer vers quelque chose qui sera dans la même trame, mais ne sera pas forcément exactement l'idée du début. Je dis souvent aux entrepreneurs qu'en fait, et ça c'est aussi quelque chose qu'on voit aux États-Unis, où on dit mais c'est dingue, ils ont une ambition de dingue, mais je peux pas mentir, ils sont en train de m'expliquer qu'ils vont aller sur Mars, mais en fait c'est n'importe quoi, ils vont pas aller sur Mars. La vision, c'est oui, peut-être ils vont aller sur Mars. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit chez l'entrepreneur quand on regarde en early stage, moi je fais du early stage parce que j'aime beaucoup le contact et l'humain, et puis je ne sais pas faire du C, des séries C et du late stage parce que c'est un autre métier et je viens de l'entrepreneuriat. Mais c'est de se dire, ok, cette personne me dit qu'elle va aller sur Mars. Pourquoi pas? Clairement, peut-être dans 10, 15 ou 20 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils mettent en place aujourd'hui? Ben là, on est sur l'humain, l'équipe. L'ambition, l'organisation, l'envie. Et puis on va voir que finalement, ils m'expliquent qu'ils vont construire la fusée. Ils n'ont pas encore les moteurs, ils ont tout juste les matériaux, tout juste un schéma de fusée.
mais par contre, il y a déjà un petit launchpad. Et là, on regarde le launchpad et on se dit, ah bah tiens, oui, vu ce qu'ils ont déjà fait, et souvent avec peu de capitaux, avec beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie, on arrive à croire, en tant que VC, à cette vision lointaine de « je poserai la fusée sur Mars ». La vision, la construction de ce fameux playbook. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des choses aussi, on a parlé de la langue, des choses qui sont deal breakers en tant qu'entrepreneur français quand on est au tout début de l'aventure? C'est toute une question de mindset. Je pense que toutes les boîtes n'ont pas vocation à être financées par des VC. Donc, heureusement, depuis 2-3 ans, on est revenu à quelque chose de plus sensé. C'est pas parce que je me mets une étiquette entrepreneur, que je crée ma boîte, que je dois aller voir des VC. Il ne faut pas oublier que le fuel, l'argent que va apporter un tour de table, c'est pour avancer plus vite, mieux, mais qu'à la base, encore une fois, il faut qu'il y ait un business, il faut qu'il y ait une réalité économique qui est en train d'être créée par l'entrepreneur. Donc, le deal breaker, c'est une bonne question. Déjà, si on se pense global, je pense que le deal breaker, c'est d'être franco-français et de rester complètement dans je fais tout en français, je réfléchis français, je reste dans mon écosystème. Donc, c'est très tôt d'aller voir ailleurs. Quand on parle de concurrence, de ne pas dire « mais moi j'ai le meilleur produit, donc de toute façon les concurrents ils n'existent pas ». Si, ils existent, ils font peut-être un très mauvais produit, mais ils sont certainement là. Ils sont peut-être pas en France ni dans ma ville, mais peut-être qu'en Espagne, peut-être qu'en UK et très certainement aux US parce que ils sont là. Et après, c'est tout ce qui va empêcher de grandir. C'est de se dire, et je sais que c'est très attractif, j'ai un client en face de moi qui va me proposer de faire un POC. Ça, le concept de POC, c'est français, donc Proof of Concept, mais c'est très français. Et puis finalement, j'ai une roadmap, je veux construire mon playbook, mais c'est difficile, il va me proposer 50 000 ou 20 000 dollars ou 20 000 euros pour un produit. Mais finalement, c'est pas vraiment ce que je fais, parce que moi, je fais quelque chose de rond et il me demande de faire quelque chose de triangulaire. Mais quand même, il y a 50 000 à la clé. Et ça, c'est un peu deal breaker pour moi. C'est-à-dire, c'est ce moment où il faut résister en tant qu'entrepreneur et de se dire et d'aller voir le client en lui disant, en fait, ça va pas le faire parce que nous, on construit quelque chose de rond. Vous me demandez de faire un triangle. Alors, peut-être vous pouvez vous adapter un petit peu dans mon rond et effectivement, on va faire un pas de côté parce que ça va nous aider à mieux construire le rond. Mais je ne peux pas prendre vos 50 000 dollars pour faire du sur-mesure pour vous parce que je ne suis pas une boîte de service et ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Donc, c'est vraiment cette notion-là de rester bien droit vers l'objectif et de le mettre en place en ouvrant un maximum les écoutilles et en regardant à droite, à gauche, tout ce qui peut se passer. Donc, la curiosité est clé. Tu insistes souvent sur l'importance du timing dans l'entrepreneuriat. Comment savoir si on est un vrai pionnier ou juste trop en avance sur son marché? Ou alors, peut-être pour le dire autrement, entrepreneur, il faut beaucoup de résilience, mais il ne faut pas tomber dans l'entêtement. Comment on fait cette balance? Sur la première partie de ta question, je trouve que la réponse, elle devient de plus en plus difficile. Quand on voit ce qui est en train de se passer dans l'IA en ce moment, moi, j'ai vécu la phase Internet avec les pelles et les pioches dans les années 90. Ça allait vite, la tech, mais ça allait doucement comparé à ce qu'on voit maintenant. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Est-ce que la notion en fait, d'être pionnier est importante? Je ne crois pas. C'est pas ça qui importe dans l'entrepreneuriat. Ce qui importe, c'est l'exécution. C'est comment je vais mettre en œuvre pour mon marché les choses que j'ai envie de créer. C'est l'exécution, c'est la conviction, c'est les équipes. Alors, sur la partie trop tôt, c'est pas bien, trop tard, c'est pas bien, et le bon moment, c'est l'idéal, oui, c'est vrai. Moi, dans les années 2000, j'avais créé une place de marché B2B. Ça s'appelait Marketo. Alors, rien à voir avec le Marketo, ce qui est devenu. Le nom de domaine est parti ailleurs après. Mais la place de marché B2B, très sincèrement, enfin plus exactement, j'avais créé ce qu'on appelle un startup studio aujourd'hui.
99, 2000, après la vente de RapidSight. Startup Studio à l'époque pour faire du B2B. Alors on avait toutes les bonnes idées du monde et tout ce qui va bien, mais c'était vraiment trop tôt. Et donc du coup, je pense que la question de la résilience, c'est d'avoir son fil rouge. Et l'entêtement, il est quand même nécessaire en tant qu'entrepreneur. Mais à un moment donné, si on a les bons critères de marché, si on identifie bien son go-to-market, ses clients, on a le retour du marché qui va être là. Donc et je reboucle encore une fois, c'est pas avoir la tête dans son produit, c'est vraiment avoir la tête dans son marché et d'être en capacité à innover par rapport au marché et non pas par rapport au produit. Et c'est long. Et c'est long. On avait Content Square qui était là tout à l'heure, Jonathan, que je connais bien, qui est maintenant installé à New York. La boîte, il l'a créée en 2012. On est en 2024. Alors oui, on parle de ces 500 millions de levées, mais 12 ans. Et il n'a pas fini l'aventure. Et c'est une aventure, on l'a entendu, qui est encore très compliquée et où tous les jours, tout le monde est au taquet pour aller vendre le produit. Donc c'est long. Et c'est ça, les overnight success, on les voit dans la presse. Il y en a de moins en moins, on les voit dans la presse, mais ce n'est pas la réalité de l'entrepreneuriat. Tu as beaucoup parlé de cette logique de basculer du product-centrique à la logique marché. Mais quand on démarre en France, on nous demande en tant qu'entrepreneur de tout de suite de déballer son produit, etc. Là où du coup les conversations, ce que je comprends, je suis moins habitué aux États-Unis, on peut, comme tu le disais, faire tout un début de rendez-vous, on parle que du marché et uniquement du marché. Quels sont les trucs là pour être bon en tant qu'entrepreneur sur ces premiers moments où on parle du marché? Il n'y a pas de baguette magique, mais je crois qu'à partir du moment où on est très convaincu de ce qu'on fait, on trouve assez vite les arguments. Et après, il y a des gens qui peuvent vous aider. J'ai mon ami Pierre, ex-associé, qui est là dans l'audience, qui a monté 34 éléments. Voilà. Et donc, il a un mot que j'aime bien, qui est le mot diagnostic. C'est de se mettre en esprit critique vis-à-vis de ce qu'on fait, vis-à-vis de ce qu'on construit, et de se dire, finalement, j'ai pas la science infuse et je dois comprendre l'intégralité des mécanismes qui se mettent en place. Et puis après, c'est de la conviction. On n'est pas dans une obligation de répondre à quelqu'un sur le produit. Il faut amener les gens dans l'aventure. Donc, quand on est entrepreneur, on est un vendeur. Hein. Le CEO, c'est le premier sales de la boîte. C'est lui qui doit être en frontal dès le début pour vendre l'idée avant même que ça ait commencé. Et Pierre, hier, nous disait qu'on n'avait pas le droit d'embaucher de vendeurs avant la série A. Parce qu'on doit le faire soi-même. Exactement. Tu disais, effectivement, quand tu as démarré ton aventure entrepreneuriale, il n'y avait pas de VC. Aujourd'hui, on parle souvent un peu d'un retour aux fondamentaux. Tu en as beaucoup parlé, l'importance du chiffre d'affaires, le focus sur la rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que VC, est-ce que tu penses que on est en train de vivre un changement de paradigme, un retour au basique? C'est quoi ta perception des choses en tant que VC? Alors, ça dépend du stage où on est en tant que VC. Il y a clairement un retour à l'essentiel de qu'est-ce qu'est une entreprise, qu'est-ce qu'est un business. Et l'EBITDA, effectivement, le PNL et le fait de dire une boîte, ça doit être profitable à un moment donné, et on voit le chemin vers la profitabilité. C'est très important dès le premier jour. On a vécu 10 ans absolument incroyables où l'argent était quasiment gratuit et où il y a eu beaucoup de choses où c'était la croissance à tout prix, peu importe. Beaucoup de monde dans les entreprises, beaucoup de croissance et beaucoup de pertes. Et de toute façon, l'équation, elle pouvait pas tenir. Moi, ce que j'aime aujourd'hui faire et ce que j'ai toujours aimé en étant dans de l'early stage, c'est qu'avant tout, on est sur de l'humain. On est sur de la conviction d'entrepreneurs qui sont là pour construire quelque chose.
Et donc, du coup, sur le VC Early Stage, je pense qu'il y a toujours ce partage de passion et cette volonté d'investir où on sait qu'on va permettre à l'entreprise et à l'entrepreneur et à l'équipe, parce que ce n'est pas une seule personne, hein, c'est des équipes qui se constituent, de faire l'extra mile, d'amorcer mieux, de bien construire les fondamentaux. Voilà, une maison sans fondation, ça a du mal à tenir. Donc de bien construire les fondations de la maison pour dessus être en capacité d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. En ce moment, tu l'as dit, l'IA est partout. Oui. Un peu la même question, c'est en tant qu'investisseur, comment est-ce que tu analyses ce phénomène de l'IA sur l'impact sur l'entrepreneuriat en lui-même, dans l'innovation, dans les prochaines années? Alors, on a toujours eu, quelles que soient les périodes, des moments où il y avait des buzzwords. Il y a quelques temps, le buzzword, c'était de dire IA. Alors, il y avait blockchain avant, et c'était Web3, et puis voilà. IA, c'était dans tous les decks, et on ne voyait pas bien ce que ça voulait dire. Les LLM qui sont apparus de manière beaucoup plus grand public, il y a maintenant presque 2 ans, ont fait prendre conscience. Mais en fait, cette prise de conscience, il y a très très longtemps qu'elle est là dans le B2B. Un Google, un Meta n'auraient jamais pu se construire si derrière ils n'avaient pas eu des algorithmes d'intelligence artificielle qui fonctionnent. Maintenant, on est dans un moment d'accélération phénoménale où les enjeux économiques sont primordiaux, où on voit même que les États s'en mêlent. Et ce qui est très compliqué, c'est que quand on construit en tant qu'entrepreneur une société aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question de la pérennité. Ça va tellement vite avec l'IA. Comme je disais, la tech allait vite avant, mais alors là, ça va tellement vite qu'il faut faire très attention à ne pas construire quelque chose qui soit optionnel ou qui soit une feature dans la suite pour que ce soit pérenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà de toutes les polémiques et de tous les oh là là, ça risque l'IA va nous remplacer, etc. Je pense que c'est un énorme gain de productivité qui s'offre à nous et que les entrepreneurs qui construisent des startups aujourd'hui ont la chance d'avoir ce copilote. Je suis assez team Reid Hoffman sur l'analyse en termes d'IA. C'est comment on le contrôle pour que ce soit un vrai copilote et que ça apporte un gain de productivité et une valeur ajoutée dans ce que je construis. Donc on est assez compliqué. Enfin, c'est un moment très, très charnière avec de nouveaux paradigmes qui se mettent en place. Une nouvelle définition. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup de casse et ça va être très compliqué pour un certain nombre d'entreprises, mais aussi, je pense, beaucoup d'opportunités si on sait mettre ces nouvelles technologies au service de ce qu'on construit et de la productivité des boîtes qu'on construit. Géraldine, tu vis entre Paris et New York. Et moi, ma conviction, pour le coup, c'est qu'en tant qu'Européens, on a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, aux États-Unis, avec l'élection de Trump. Est-ce que tu peux nous aiguiller un petit peu sur ce que ça change dans l'économie mondiale et un peu l'ambiance en ce moment dans la tech de l'autre côté de l'Atlantique? Oh, ça serait très prétentieux de ma part de dire que je peux analyser ce que ça change dans l'économie mondiale. Je vais parler juste un peu de ce que je connais un peu plus, c'est le côté tech, mais ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis avec l'arrivée de Trump, c'est une énergie business. Alors, on aime, on n'aime pas. Il faut sortir le contexte politique. On ne fera pas de politique là. Voilà, non, mais il faut complètement sortir le contexte politique et juste regarder le factuel. Mais le rêve américain est ce qu'il est. C'est-à-dire, je commence quelque chose et j'ai la possibilité de voir grand, de faire grand, de grandir. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un phénomène qui est très business de ce point de vue-là, parce que ça tire une énergie entrepreneuriale qui... après, on va voir ce que ça donne, parce qu'il y a un certain nombre de problématiques politiques, mais ne serait-ce que par exemple sur le domaine de la crypto,
où là aussi c'est pareil, c'est diabolisé, mais il y a des vraies choses, il y a des vrais fondamentaux sur la blockchain, sur les tokens, sur les contrats qui sont développés sur la blockchain, etc. Là, il peut y avoir une grosse évolution sur les marchés financiers, tout ce qui était bloqué jusqu'à présent. Au-delà du Donald Trump fait un token meme et il fait 17 milliards, je crois, en 2 jours. C'est pas ça, typiquement, l'univers crypto et blockchain. Donc, énergie entrepreneuriale, volonté d'avancer et puis prise de décision. On n'est pas dans le oui mais peut-être, mais on va faire ceci. On a des gens aujourd'hui aux États-Unis qui disent on va faire quelque chose et voilà, on le fait. Et on peut peut-être un peu être envieux de cette énergie entrepreneuriale dans le moment en France où, en plus là aujourd'hui il pleut, enfin voilà. Mais il pleut beaucoup en France. Tu disais malgré tout que, et j'avais pas du tout cette perspective-là, que la France est un super laboratoire par rapport à d'autres pays qui sont proches. Je pensais notamment aux pays nordiques ou Israël qu'on qualifie de Startup Nation. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, moi j'ai toujours fait du cross-border et je pense qu'on a vraiment de la chance en France. D'abord parce qu'on a des très bonnes ressources humaines. En ingénierie, les Américains nous les envient et nous les prennent d'ailleurs. Et puis oui, je dis que la France est un très beau laboratoire parce que c'est un marché suffisamment grand. Où on peut avoir des beaux clients. Alors c'est plus difficile en B2C qu'en B2B, mais en B2B on peut avoir et on peut tester plein de choses. Après c'est un peu agressif de dire laboratoire parce que ça veut dire que le marché il n'est pas assez grand. Alors il est assez grand quand on veut développer un certain nombre d'entreprises. Si on veut se mettre à l'échelle globale, lever et être VC compatible, effectivement il faut considérer qu'on a plein de phases de tests qu'on peut faire et que ça nous permet même depuis la France, d'aller le déployer à l'international. Et souvent, cet international, c'est les US, parce que le marché est grand, il est accessible tout de suite, c'est une seule langue, et on peut y aller avec beaucoup d'argent, mais on peut y aller. Donc, souvent, on dit, tu le disais, les Nordiques ou Israël, les Nordiques, on dit oui, mais Spotify, mais ils n'ont pas de marché. Israël, de toute façon, quand ils développent quelque chose, une technologie, il faut tout de suite qu'ils sortent. Donc, nous, il faut tester en France, mais pas se laisser enfermer non plus par l'écosystème. Avoir ce réflexe de tout de suite sortir. Défi, il reste 3 minutes. 3 minutes pour parler de la place des femmes dans la tech. En 2018, tu as écrit « Comme elles, entreprenez vos vies » pour mettre en lumière justement le parcours de femmes inspirantes et des femmes entrepreneurs. Tu as passé 30 ans dans la tech. Comment est-ce que tu juges l'évolution de la place des femmes, avec Mark Zuckerberg et tout ce qui se passe. J'ai ajusté ma voix aujourd'hui, voilà, je l'ai dit. Quels sont les défis qui restent à surmonter ? Mais il y en a plein de défis. Sauf que la mixité, elle n'est pas là. Je crois que j'écoutais Marie-Éloi qui a monté Bouge ta boîte pour l'entrepreneuriat au féminin et qui disait que la parité, qui avait des chiffres et qui disait que la parité de salaire de femmes dans les entreprises serait atteinte, au rythme actuel, serait atteinte en 2070. C'est effrayant. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas la place des femmes dans la tech, c'est la place des femmes dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat qui est importante. Et je suis une fervente défenseuse alors voilà, je sais même plus comment on met au féminin. J'aime pas, en fait, déjà j'aime pas quand on met chef de FE. J'aime pas c'est des choses je sais pas faire. Alors peut-être je suis d'une ancienne génération, mais je pense qu'on est égales, les femmes sont la moitié de l'humanité et que si on veut qu'une entreprise fonctionne bien, eh ben, il faut que on utilise cette chance, cette différence, cette diversité et que, au même titre que je ne crois pas en une boîte faite que d'hommes, je ne crois pas en une boîte faite que de femmes. Je pense qu'il faut travailler ensemble. Après, il y a des combats à mener.
Il y a des combats à mener sur les salaires, il y a des combats à mener sur les CEO à la tête des grandes boîtes, il y a des combats à mener sur les chefs d'État, et peut-être parfois ça passe par de la réglementation. On l'a vu pour les boards en France, la loi Copé qui a presque 15 ans, je crois maintenant, qui a obligé d'avoir un quota de femmes, et j'aime pas les quotas. Et au début, j'étais vent debout en disant mais pourquoi des quotas? Et en fait, parfois il faut en passer par là, parfois il faut que l'État, que les gouvernants nous aident en tant que dans la mise en place. Mais je pense que c'est une chance, la mixité dans les entreprises, et il faut saisir cette chance parce que on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes manières de prioriser les choses. L'énergie créative va être différente quand on met homme-femme dans une énergie de construction d'une boîte. On arrive déjà à la fin de cet échange passionnant. Un grand merci Géraldine pour ces éclairages, conseils concrets sur ce qui fait la réussite d'une aventure entrepreneuriale. Moi, je retiens l'importance du marché, le focus sur sa roadmap, sur la concentration qu'il faut mettre dans l'exécution de son playbook au tout départ. Et puis, l'idée de tout de suite, si on veut être VC compatible, d'aller voir ailleurs, sortir de la France, tester vite son marché, travailler sa curiosité. Et moi, je repars aussi avec un dernier élément qui est super clé, c'est au début de son équipe, travailler tout de suite la mixité. C'est un sujet clé pour une super équipe incroyable. Un immense merci Géraldine, merci on peut l'applaudir. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. On se retrouve à 14h pour parler intelligence artificielle avec Stanislas Paulu, cofondateur de Dust. Très bon appétit, à tout à l'heure, merci.